Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, je vous offre l'épisode tant attendu où je vais faire la lecture de mon travail que j'avais fait en 2016 sur l'histoire de la course longue distance. Fait ça dans le cadre d'un cours qui s'appelait Historical Perspectives à l'Université McGill pendant mon bac en éducation physique. Un cours que j'ai bien aimé. J'ai fait le travail en français. Donc, un truc, si vous allez à une université anglophone, en tout cas du moins McGill, vous pouvez toujours faire vos travaux écrits en français. Bien, j'en ai profité parce que j'ai pas de problème en anglais, mais je suis quand même plus éloquent en français, je crois, un petit peu. C'était très plaisant ce cours avec Michel Vigneault, qui était le professeur. Je sais pas s'il est en lien avec Gilles, peut-être c'est le fils de Gilles, mais je pense pas. Sûrement qu'il nous l'aurait dit. Mais c'était un super cours, donc un petit shout-out à Michel Vigneault. J'avais eu quand même une assez bonne note pour ce travail-là, donc c'est quand même du travail de qualité. J'ai passé beaucoup de temps à faire les recherches. J'avais fait ça avec mon amie Sabrina Forêt-Lefebvre. Donc on s'était séparé la tâche. J'avais comme un peu plus de job là-dessus vu que c'était mon sujet qu'on avait pris au final, donc un peu plus d'overview. Mais il y a certaines sections que c'est vraiment principalement elle qui a écrit, donc je lui donne aussi le crédit. Bien sûr, on a beaucoup de nouvelles qui sont produites cette semaine. Je ne vais pas couvrir ça dans cet épisode-ci, mais je vais le couvrir très bientôt. Je vais vous sortir un autre épisode de la course au temps du coronavirus pour couvrir ça parce qu'il y a beaucoup de choses euh, à discuter. Um, juste avant de commencer, une dernière chose à l'ordre du jour, je souhaite remercier mes Patreons parce que c'est le premier épisode du mois. Merci de votre support. Donc, Frédéric Vien, Marc Pagé, Mathieu Pollard, Rolando Gomez, Tristan Garcia et Vincent Nadeau-Benoît. Merci beaucoup de me supporter, de m'encourager. Si vous aussi vous voulez avoir un petit shout-out dans un épisode par mois, le premier épisode que je fais à chaque mois, eh bien, vous pouvez aller sur ma page Patreon, Le Monde de la Course, et faire un don de au moins 3$ par mois, et vous aurez un shout de même. Ou si vous voulez, vous pouvez faire moins de 3$, vous n'aurez pas de shout mais vous m'encouragerez quand même. Mais c'est ça. Donc, sans plus attendre, allons-y. Pour ceux qui regardent ça sur YouTube, eh bien, je vais mettre en mode pour que vous puissiez lire au fur et à mesure. Pour ceux qui écoutent, écoutez bien. Je vais peut-être rajouter des petits commentaires pendant que je lis ça. Et je vais voir, peut-être que je vais le séparer en deux épisodes. Ça va dépendre de combien de temps ça me prend à le lire. Il y avait des petites fautes que j'ai corrigées. J'ai un petit survol, voir s'il y avait des fautes détectées automatiquement par Google Docs, mais ça se peut qu'il en reste encore. J'ai fait quand même attention, mais soyez indulgents. Donc, l'histoire de la course longue distance par François Jarry et Sabrina Forêt-Lefebvre. Introduction. De nos jours, la course longue distance, 5 km et plus, est une activité très populaire, mais cela n'a pas toujours été le cas. Il fallut beaucoup de temps avant que la démocratisation de ce sport ne débute. Le but de cette dissertation est de présenter l'histoire et l'évolution de la course longue distance, en commençant par ses origines les plus lointaines et en remontant jusqu'à sa popularisation aux alentours de 1970-80. Nous tentons de répondre à la question suivante. Quelle était l'importance de la course longue distance à travers l'histoire de l'humanité? Seuls les mouvements et événements les plus importants seront décrits et expliqués en détail afin de pouvoir couvrir une période temporelle aussi vaste en à peine 27 pages. Il est aussi important de noter que les disciplines plus courtes que le demi-fond, en bas de 800 mètres, ne seront peu ou simplement pas explorées, n'étant pas l'objet principal de notre recherche.
Pour parvenir à cet objectif, nous avons parcouru divers livres et articles de sources réputées afin de se donner une idée de l'ampleur du sujet et de ses événements les plus importants. Nous avons ensuite collecté les informations les plus pertinentes à inclure dans notre projet et nous sommes séparés les tâches en fonction des époques. Nous avons finalement utilisé ces informations pour rédiger le récit de l'histoire de la course longue distance en ordre chronologique. Les raisons derrière notre choix de ce sujet sont multiples. Tout d'abord, je suis moi-même un avide coureur de fond et demi-fond et sur route et je souhaite découvrir l'histoire de ce sport que j'adore. Ensuite, la course est l'un des sports les plus anciens et a été pratiqué à travers les époques par des multitudes de civilisations, probablement en grande partie grâce à sa simplicité. Enfin, il n'existe à ce jour aucune ressource de ce genre en français traitant d'un sujet aussi vaste que l'histoire complète de la course longue distance, en incluant ses origines jusqu'à la préhistoire. Le livre Running Through the Ages d'Edward Sears, qui nous a été très utile dans notre recherche, effectue cette tâche de façon magistrale avec grand détail, mais ce livre est malheureusement inaccessible à ceux qui ne peuvent lire l'anglais et nécessite de nombreuses heures de lecture pour passer à travers ces 341 pages. Ce document constitue ainsi la première ressource pour toute personne francophone désirant avoir une bonne idée de l'histoire de la course longue distance. Et je pense que c'est toujours vrai à ce jour. On peut le trouver si on Google des petits articles qui résument très brièvement l'histoire de la course. Mais je pense que j'ai vérifié juste avant d'enregistrer ça et ça avait l'air toujours d'être le cas des petits articles, mais pas de gros documents de 27 pages. Les sujets abordés dans l'ordre de leur réalisation dans le temps seront présentés dans les sections suivantes: préhistoire, Égypte antique, Grèce antique, du Moyen Âge au 20e siècle, Renaissance des Jeux olympiques, le marathon de Boston, la course à pied au féminin, le record du 1000 sous la barre mythique des 4 minutes, popularisation de la course. Donc, préhistoire. Les origines de la course longue distance remontent jusqu'à la préhistoire. Malheureusement, aucun écrit pouvant nous porter à croire que nos ancêtres étaient des coureurs ne reste de cette époque. Cependant, nous pouvons nous tourner vers la science pour tenter de découvrir si l'homme préhistorique se servait régulièrement de la course. Tout d'abord, lorsque l'on compare l'ossature de nos pieds à celle de nos cousins les chimpanzés, on peut constater une différence marquée, en grande partie au niveau du gros orteil. Alors que les chimpanzés s'en servent comme d'un pouce pour s'agripper aux branches d'arbres, celui de l'Homo sapiens est beaucoup trop droit et peu agile pour effectuer des tâches complexes. Cependant, cette forme avec des orteils plus courts optimise l'efficacité pour la marche et la course. Ces vestiges émergèrent environ 7 à 8 millions d'années dans le passé. Alors que la lignée qui constituerait l'ancêtre des chimpanzés continuait de se servir de ses doigts de pied pour se promener d'arbre en arbre, une autre lignée, qui deviendrait plus tard nos ancêtres, se mettait à abandonner les arbres et à favoriser la marche et la course, rendant ainsi les agiles doigts de pied obsolètes. Ensuite, en analysant notre musculature et en la comparant à celle d'un chimpanzé, notre cousin évolutionnaire, on peut noter de nombreuses différences indiquant que notre corps a été optimisé pour la course. Par exemple, nos jambes contiennent de longs tendons capables d'agir comme des ressorts et donc de retourner l'énergie plus efficacement lors de la course que les jambes du chimpanzé. Il est estimé que ces ressorts permettent de conserver 50% de l'énergie utilisée par l'humain lors de la course, l'autre 50% se dissipant en chaleur. Les tendons ressorts principaux utilisés pour la course sont le tendon d'Achille et l'arche plantaire. L'arche retourne environ 17% de l'énergie, donc le tendon d'Achille retourne approximativement 33% de l'énergie pour atteindre le 50% d'énergie retournée totale. Selon des experts, nos ancêtres auraient développé un tendon d'Achille similaire au nôtre il y a environ 3 millions d'années. De nombreuses autres différences indiquent une optimisation pour la course de l'humain comparativement aux chimpanzés. Malgré son optimisation pour la course relative à son cousin évolutionnaire, l'humain demeure très lent et peu efficace comparativement à la majorité des autres mammifères. Les meilleurs sprinteurs sont à peine plus rapides qu'un éléphant à pleine vitesse et plus lents qu'un chat de maison ou un grizzly.
La grande majorité des proies pouvant être chassées par l'homme préhistorique étaient beaucoup trop rapides pour lui. De plus, les mammifères sont beaucoup plus économes énergétiquement que l'humain, que ce soit à la marche, au trot ou au galop. On pourrait argumenter que l'humain aurait pu utiliser des outils de chasse pour parvenir à ses fins. L'homme préhistorique utilisait des outils pour couper la viande et broyer les os pour obtenir la moelle entre 2 et 3 millions d'années dans le passé. Cependant, les premières armes de chasse n'apparurent qu'environ 500 000 ans dans le passé, et les plus anciennes flèches retrouvées n'ont que 71 000 ans. Comment donc l'homme préhistorique faisait-il pour chasser sans outils de chasse pendant plus d'1 ou 2 millions d'années? La réponse à cette question est par la chasse à l'épuisement. L'humain a un gros avantage sur les autres mammifères. Il possède le meilleur système de refroidissement. Nous avons beaucoup plus de glandes sudoripores que tous les autres mammifères. Ces glandes contribuent à 95% de notre refroidissement. De plus, il y a environ 1,7 à 3 millions d'années, nos ancêtres ont cessé d'être poilus. La perte du pelage qui protégeait du froid et du soleil est un énorme sacrifice. Il signifie donc que le refroidissement était extrêmement important pour nos ancêtres. L'humain possède aussi l'avantage de pouvoir respirer au rythme désiré, contrairement aux quadrupèdes qui sont forcés d'expirer à chaque foulée à cause de leur physionomie, leur diaphragme et poumons étant compressés à chaque fois que leurs jambes touchent le sol lors du galop. Les poumons n'ont donc pas beaucoup de temps pour se remplir lors de l'inspiration et l'animal reçoit ainsi un niveau non optimal d'oxygène. En comparaison, l'humain peut facilement choisir de respirer une fois aux 4 foulées, une fois aux 2 foulées, 2 fois aux 5 foulées et ainsi de suite lors de la course. Grâce à ces avantages, il est estimé que l'ancêtre d'Homo sapiens pouvait pratiquer la chasse à l'épuisement pour subsister à ses besoins nutritionnels. Ce type de chasse, encore utilisé de nos jours par certaines tribus, consiste à poursuivre l'animal sur de longues distances lors de la période la plus chaude de la journée. L'objectif est de forcer l'animal à se déplacer à une vitesse énergétiquement non optimale, souvent juste assez rapide pour forcer l'animal à passer du trot au galop et de le poursuivre jusqu'à ce qu'il s'effondre, incapable de soutenir la chaleur. La chasse à l'épuisement est typiquement effectuée en groupe. Certains coureurs peuvent transporter de l'eau pour éviter la déshydratation, étant donné que ce type de chasse dure généralement de 4 à 5 heures. Parfois, l'animal pourchassé peut tenter de se fondre à un groupe d'animaux, et c'est pourquoi il est important d'avoir de bons traqueurs dans son équipe pour continuer à épuiser le bon animal, et non un autre qui est frais et pas du tout épuisé. Une étude assez récente publiée dans Elsevier, ça c'est en 2009, argumente que l'homme utilisait plutôt la marche que la course pour la chasse à l'épuisement. Les auteurs expliquent que les études précédentes qui montraient que l'humain n'avait pas de vitesse optimale de course étaient peu rigoureuses. Même si leur étude ne comptait que 9 participants, c'était déjà plus que la majorité des autres études effectuées sur le sujet précédemment. Les résultats de cette nouvelle étude montrent qu'il y a bien une vitesse énergétiquement optimale de course pour l'humain. Elles expliquent ensuite que la dépense énergétique des participants montre qu'il aurait été peu viable pour le Homo erectus d'utiliser la course et qu'en allant un tout petit peu plus lentement, en optant pour la marche, celui-ci sauvait suffisamment d'énergie pour rendre le processus viable. Les chercheuses concluent donc qu'Homo erectus devait marcher et non courir lors de la chasse à l'épuisement. Cependant, s'il était vrai que la chasse à l'épuisement consistait à poursuivre l'animal en marchant rapidement, comment expliquerait-on les nombreuses adaptations physiques de l'être humain, comme son tendon d'Achille et son arche plantaire, idéales pour la course? Ensuite, il semblerait étrange que l'humain puisse chasser à l'épuisement un quadrupède sans le forcer à galoper. En effet, la vitesse de marche de l'être humain n'est assez rapide que pour forcer le trot. Or, à ce rythme, les quadrupèdes sont capables de respirer et halter à la cadence désirée par foulée, les aidant ainsi à mieux se refroidir et reprendre de l'énergie. Enfin, il est étrange qu'il existe de nombreuses tribus pratiquant la chasse à l'épuisement à la course avec succès. Si cette technique n'était pas optimale et qu'il valait mieux de l'effectuer en marchant, pourquoi ces tribus n'auraient-elles pas évolué ainsi?
Il ne reste malheureusement aucun écrit de cette époque pouvant confirmer l'une ou l'autre des deux hypothèses. Il nous manque de données scientifiques pour être certain de la viabilité plus élevée d'une technique sur l'autre. Il est important de noter que les études actuelles sur l'existence ou non d'une vitesse optimale de course sont peu robustes, y compris la plus récente de Studel Numbers et Wall-Scheffler en 2009, qui malgré ses processus rigoureux avait un échantillon faible et dont nous ignorons la ressemblance physique avec Homo erectus. En effet, consacrant une bonne partie de son temps à la chasse à l'épuisement, le corps de ce dernier était peut-être plus énergétiquement efficace à des vitesses de course élevées que l'humain ordinaire actuel. Au bout du compte, les nombreux vestiges évolutionnaires semblent indiquer une optimisation du corps humain pour la course, indiquant que celle-ci lui était d'une grande utilité. Cette utilité était, aux yeux de la plupart des historiens, dans la chasse à l'épuisement et explique ainsi pourquoi l'humain est capable de réaliser des exploits de course d'endurance extraordinaires. On va maintenant passer à l'Égypte antique. L'Antiquité est une période plus intéressante que la préhistoire pour bien des historiens puisque marquée par les débuts de l'écriture. Les écrits restants de cette époque, souvent gravés dans la pierre sous forme de hiéroglyphes ou en grec ancien, en sumérien ou encore en akkadien, nous permettent d'en savoir plus en détail sur les pratiques de l'époque. Ces écrits nous permettent d'apprendre des détails sur les pratiques et coutumes de ces peuples anciens qu'il nous aurait souvent été impossible de découvrir uniquement grâce à l'induction et à la déduction scientifique. Il faut cependant faire attention à ne pas croire aveuglément tous les écrits à notre disposition. Par exemple, les rois sumériens subventionnaient souvent des poètes pour écrire des hymnes héroïques à leur honneur. On retrouve beaucoup de rois morts au combat dans les récits sumériens. Or, l'histoire nous a bien appris qu'à travers civilisation, les rois n'allaient généralement pas au combat. Alors, il est logique que les historiens demeurent sceptiques lorsqu'ils lisent les nombreux écrits décrivant les rois sumériens mourant vaillamment au combat. On peut cependant faire une supposition bien informée que les récits soulignent des qualités qui étaient valorisées par ces peuples. Avec les débuts de l'agriculture, il y a cela environ 10 000 ans, la course perdait beaucoup de son utilité pratique puisque la chasse à l'épuisement n'était plus nécessaire à la survie. Les anciens Égyptiens lui trouvèrent tout de même de nouvelles utilités, comme le relais de messages et l'entraînement militaire, ainsi que les rituels religieux. L'un des plus anciens rites dont nous avons des traces écrites est le Hebsed, fête Sed. Après avoir gouverné 30 ans, les rois égyptiens devaient participer à ce rituel pour prouver qu'ils étaient encore physiquement aptes à s'occuper de leur royaume. Pour ce faire, ils devaient effectuer à la course plusieurs allers-retours d'un parcours bâti à cet effet lors du rituel. L'un des parcours les plus connus est celui de la pyramide du roi Djoser. Les premières traces de ce rituel datent d'environ 5000 ans. Il semble aussi que des courses à pied dans les villes étaient organisées selon une ancienne tablette récupérée en 1800 avant Jésus-Christ. Un hymne dédié au roi Shulgi raconte un grand exploit de course qu'il aurait effectué en 2088 avant Jésus-Christ. Ce dernier devait se présenter à deux villes distantes au courant de la même journée à l'occasion des célébrations d'un festival lunaire. Afin d'y parvenir, il est dit qu'il parcourut la distance entre les deux villes en courant, soit 154 km, puis après avoir pris une pause pour se reposer, se laver et se nourrir, effectua aussi le retour à la course, faisant ainsi de lui le premier coureur d'ultrafond documenté. Bien que cet exploit semble à coup sûr être une exagération ou une pure invention dans le but de glorifier le roi Shulgi, il ne faut pas sauter trop hâtivement aux conclusions. Se basant sur les faits que nous connaissons, l'historien Lamont évalue que l'exploit aurait été possible. La topographie mésopotamienne entre les deux villes était favorable à la course. Supposant que l'exploit aurait été effectué durant les mois plus tempérés et que le roi serait accompagné d'une équipe transportant de l'eau pour son hydratation, l'exploit serait réalisable. En effet, plusieurs ultramarathoniens de notre temps ont prouvé que les limites de l'être humain sont bien plus élevées que nous le pensions. Par exemple, Yannis Kouros a parcouru 462 km sans sommeil durant les premières 48 heures de la course Sydney-Melbourne de 1985. Il demeure certes peu probable que le roi Shulgi ait réellement effectué cet exploit étant donné le peu de connaissances techniques de la course de cette époque, surtout en termes de nutrition et d'hydratation,
Mais le point important à retenir est que l'aptitude à la course d'endurance était une valeur très prisée à cette époque, assez pour pousser les rois et pharaons à engager des scribes pour relater leurs prouesses physiques à la course, qu'elles soient véridiques ou non. On passe maintenant à la Grèce antique. L'habileté physique à la course avait aussi une très grande importance aux yeux des Grecs. Il s'agit d'ailleurs d'une des trois premières vertus avec la beauté et la santé dans le texte Les Lois du fameux philosophe grec Platon. De nombreux récits vantent la rapidité des héros grecs, y compris certains passages de l'Iliade et de l'Odyssée. Notamment, dans l'Iliade, Homère décrit un combat entre Achille et Hector. Au départ, Hector prend peur à la vue d'un Achille enragé par la mort de son grand ami Patrocle, tué un peu plus tôt par Hector. Il tente de s'enfuir et Achille se met à sa poursuite. Ils effectuent 3 fois le tour de la ville de Troie pour un total d'environ 2,4 km. Homère décrit la poursuite avec de nombreux détails pour vanter la rapidité des deux héros. Son objectif n'est pas de dépeindre Hector comme un peureux, mais plutôt de faire valoir la vitesse de course d'Achille et Hector. Je trouve ça très, très intéressant. J'avais oublié ce bout-là, mais c'est quand même intéressant à quel point c'était valorisé et c'était pas en lien avec être un peureux. Les Grecs adoraient la course et c'est pourquoi le stadion et le diaulos étaient les épreuves les plus populaires aux 4 festivals annuels grecs, dont les anciens Jeux olympiques. Le stadion consistait en un aller simple de 192 mètres et était de loin l'épreuve la plus prisée. Le diaulos consistait en un aller-retour sur le même parcours que le stadion pour un total de 384 mètres. Les participants devaient tourner autour d'un poteau pour revenir. Cette épreuve était un peu moins prisée que le stadion, mais demeurait beaucoup plus populaire que les épreuves de fond et demi-fond. Le hippos, consistant à 2 allers-retours, est l'événement qui se rapprocherait le plus du 800 mètres, la plus courte épreuve de demi-fond. Enfin, la plus longue course que l'on retrouvait à ces Jeux était le dolikos, consistant à 12 allers-retours du stadion et se rapprochant ainsi de la course de 5 km actuelle. Le dolikos fut rajouté au programme afin de permettre aux messagers de faire valoir leur prouesse. En effet, à cette époque, durant laquelle les villes grecques étaient constamment en guerre, il était important d'avoir de bons messagers. La topographie de la Grèce antique était très montagneuse et favorisait donc l'utilisation de messagers à pied plutôt qu'à cheval, ces derniers devant souvent faire d'énormes détours à cause du terrain inégal. Le messager Phidipides est le plus connu aujourd'hui. La légende du marathon veut que, suite à la victoire des Grecs sur les Perses à Marathon, ce dernier courut de cette ville jusqu'à Athènes afin d'annoncer la bonne nouvelle et mourut d'épuisement quelques instants plus tard. Cependant, il n'y a aucun écrit d'une telle course. Le véritable exploit de Phidipides est bien plus grandiose. Donc, pour ceux qui pensaient connaître les origines du marathon, en fait, c'était beaucoup plus impressionnant que 42 km. Le jeune Athénien, messager de profession, fut envoyé par les généraux d'Athènes qui s'apprêtaient à quitter pour la ville de Marathon pour demander des renforts des Spartes. Il accomplit l'exploit sans pour autant mourir d'épuisement. La distance séparant Athènes de Sparte est de 222 km, ce qui est beaucoup plus que les 40 km qui séparent Athènes de Marathon. Des écrits de Plutarque mentionnent bien un soldat en armure effectuant le parcours de Marathon à Athènes et mourant tout de suite après avoir livré son message, mais ce dernier ne se nomme pas Phidipides et ses écrits sont basés sur le récit d'Héraclite du Pont qui a vécu 150 ans après ces événements et avait tendance à raconter des mythes. Donc, fake news. De plus, il aurait été insensé et presque impossible pour un soldat n'étant pas entraîné à la course longue distance de parcourir une telle distance avec son armure. La véritable source d'inspiration des Jeux olympiques modernes est un poème de Browning, inspiré des 2 récits précédents, mais dans lequel l'auteur s'est laissé une grande liberté artistique au détriment des faits historiques. Suite à la conquête romaine, les anciens Jeux olympiques continuèrent d'exister jusqu'en 394 avant Jésus-Christ, lorsque l'empereur Théodose Ier décida de bannir les festivals païens. Du Moyen Âge au 20e siècle. Jusqu'à ce que la plupart des routes principales séparant les villes deviennent suffisamment bien pavées,
Les messagers ont toujours eu leur utilité grâce à leur versatilité sur tout terrain, leur avantage principal sur les chevaux. Autour de 1700, un nouveau métier fit son arrivée, laquais-coureur, dérivé de running footman. Leur tâche consistait à escorter un carrosse tiré par des chevaux en déplaçant les débris qui pourraient se retrouver sur le chemin et en le poussant s'il était pris quelque part. Les routes d'Europe étaient si mauvaises à cette époque que les carrosses ne pouvaient rouler plus vite que 8 km/h. Il était donc possible pour les laquais-coureurs d'escorter leur carrosse en courant à côté. Ils profitaient aussi parfois de l'occasion pour livrer des messages. Ces derniers portaient des vêtements assez chics, dignes d'un valet. Ils couraient généralement avec une canne comprenant une boule vide contenant un œuf cuit dur et un peu de vin. Avec l'amélioration des routes, le métier cessa graduellement d'exister, les laquais coureurs étant tout simplement incapables de suivre la vitesse des carrosses. Les Basques et les Turcs étaient réputés pour avoir les meilleurs messagers. Guillaume d'Epping raconte dans son livre Merveilles de la force et de l'adresse que les coureurs turcs appelés pêches galopaient toujours nu-pieds et que cette partie de leur corps était tellement endurcie et calleuse qu'ils se faisaient ferrer comme les chevaux au moyen de petits fers très légers. Leur apparence chevaline servait probablement à amuser leurs maîtres qu'ils accompagnaient lorsqu'ils agissaient comme l'équivalent des laquais coureurs. Pour amuser sa hautesse encore davantage, sitôt que le cortège arrivait en rase campagne, il se retournait du côté du grand seigneur et courait ainsi en reculant, dodelinant de la tête avec 1000 sauts et gambades. Donc un peu des fous du roi. Depping note aussi que les pêches avaient des grelots attachés à leurs vêtements, servant à annoncer leur arrivée. Ouais, définitivement des fous du roi. Les Incas et les Aztèques, ne possédant pas de chevaux, avaient aussi d'excellents messagers. Ces peuples employaient une technique de relais pour envoyer un message d'une ville éloignée à une autre. Les équipes de 4 à 6 messagers avaient un coureur en attente à chaque poste, prêt à recevoir le message et à le relayer au poste suivant. Il était ainsi possible de relayer un message sur une distance de 1610 km en 3 ou 4 jours. Ça fait penser un peu au feu du Gondor dans Le Seigneur des Anneaux, qu'un feu s'ouvre à force que l'autre, dès qu'il voit que l'autre s'ouvre, mais avec des messagers qui portent un message. Les messagers japonais, quant à eux, étaient capables de parcourir en moyenne 129 km par jour. Les courses étaient des événements populaires au carnaval et au festival du 13e siècle. Les gens de la plèbe aimaient y participer pour mesurer leur talent et parfois tenter de gagner des prix. Outre les courses ordinaires, il y avait aussi les courses de sacs de patates, les courses de brouettes et des courses dans lesquelles les hommes portaient des cloches à leurs pieds. En Italie, des courses de prostituées étaient organisées souvent lors de sièges. Les attaquants organisaient les courses devant la ville pour se moquer des villageois s'y étant réfugiés pendant le siège. Plus tard, vers la moitié du 18e siècle, les courses de blues firent leur apparition. Il s'agissait généralement de courses réservées aux femmes dans lesquelles les compétitrices couraient pour remporter des prix, la plupart du temps une blouse. En Allemagne, les coureuses effectuaient le parcours gazonné nu-pieds, en robe légère. Ces courses étaient souvent très violentes car les compétitrices tentaient toutes les stratégies pour gagner, y compris jambettes et coups dans les côtes. Il fallait parfois que quelqu'un les suive à cheval, prêt à intervenir en cas de bagarre. Dans la même tendance, les courses insolites, en parenthèse freak races, dans lesquelles l'un des participants avait un gros handicap par rapport à l'autre, constituent un divertissement très populaire. Ces deux types d'événements seront bannis par l'Église au début du 19e siècle. Donc, why can't we have nice things? L'Église qui juge que c'est un peu trop, si on veut, peut-être politically incorrect pour l'époque. La course débuta vers la fin du 17e siècle. Leur revenu provenait... la course professionnelle débuta vers la fin du 17e siècle. Les revenus des coureurs professionnels provenaient de paris qu'ils tentaient de gagner. Les coureurs professionnels ne subsistaient que des gains de leur course, étaient rares. Il s'agissait plutôt généralement d'un revenu secondaire pour les personnes ayant une aptitude particulière à la course. L'un des premiers coureurs professionnels à devenir célèbre fut Ed Preston, le boucher volant de Leeds,
qui était apparemment capable de courir 19 km en moins d'une heure. Donc, si on essaie de faire un équivalent, 19 km juste en bas de 1 heure, ça équivaudrait probablement autour de environ 1h07, 1h08 au demi-marathon. Donc, quand même assez solide comme temps. Peut-être même 1h06, il était probablement plus rapide que moi. L'un des problèmes pour les meilleurs coureurs professionnels est qu'une fois qu'ils avaient montré leur énorme talent et battu leurs meilleurs compétiteurs, plus personne n'osait les affronter, sachant leurs chances de remporter leur pari quasi nul. Ils devaient donc avoir recours à des cotes très désavantageuses, 5 contre 1, 10 contre 1, ou encore des handicaps comme partir 1 minute après son compétiteur. Certains tentaient de courir sous d'autres noms, réalisant qu'il était important de ne pas révéler son plein potentiel pour éviter de décourager la compétition. Les coureurs professionnels suivants réserveraient leurs meilleures performances pour les courses à paris élevés, se forçant juste assez pour gagner dans les courses moins importantes. Donc, très intéressant comme stratégie. Une invention en 1660 permit de rendre les montres précises à la seconde près. Auparavant, les montres ne pouvaient être plus précises qu'à la minute. Au début des années 1730, il était enfin possible de se procurer, à prix raisonnable, des chronomètres précis à la seconde près, rendant ainsi possible la mesure de la durée exacte des courses et la tenue de records. Vers la deuxième moitié du 18e siècle, une nouvelle discipline fit son arrivée, le pédestrianisme. Popularisé par Foster Powell, un auxiliaire juridique qui découvrit son talent à parcourir de longues distances à pied en livrant des documents juridiques, ce type d'épreuve consistait à parcourir de très longues distances, en grande partie à la marche. Powell est reconnu pour avoir fait l'aller-retour entre Londres et York à la marche pour un total de 638 km. Le pédestrianisme servirait de précurseur aux courses de très longue distance du début du 19e siècle, notamment le fameux duel de 24 heures entre le capitaine Barclay et Abram Wood, probablement les plus grands coureurs de leur temps. Renaissance des Jeux olympiques. Évoquer la renaissance des Jeux olympiques, c'est aussi évoquer Pierre de Coubertin. Humaniste et pédagogue, Pierre Frédy, baron de Coubertin, croyait à l'importance du sport dans l'éducation. S'inspirant de ses voyages à l'étranger, et notamment de son expédition en Grande-Bretagne, Coubertin souhaite une réforme pédagogique profonde intégrant la pratique sportive au sein des établissements scolaires français. Par ailleurs, avec l'olympisme, mot dont il est l'inventeur, il désirait internationaliser le sport en multipliant les rencontres amicales. Inspiré par la trêve olympique de la Grèce antique, son utopique objectif était la paix universelle, voyant dans les Jeux olympiques une opportunité d'entraide et de progrès pour l'humanité. Je ne sais pas si ça a été mentionné précédemment, je pense que non, mais c'est ça, dans le temps de la Grèce antique, quand il y avait les Jeux olympiques de l'ancienne Grèce antique, il y avait aussi une trêve, donc toutes les guerres étaient mises sur pause pour les anciens Jeux olympiques. Le 25 novembre 1892, l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques, USFSA, se rencontre à la Sorbonne pour la célébration de leur 5e anniversaire. Coubertin, alors secrétaire général de l'Union, souhaite profiter de cette occasion pour annoncer pour la première fois son grand projet, la renaissance des Jeux olympiques. Contrairement à ses attentes, la foule reste perplexe et incrédule, et rapidement, l'incompréhension laisse place à la moquerie. Le baron de Coubertin ne se décourage toutefois pas et continue de militer en multipliant entre autres les contacts avec les États-Unis et les pays d'Europe et en ouvrant l'USFSA aux membres d'honneur étrangers. 2 ans plus tard, du 16 au 23 juin 1894, un congrès international se tient à la Sorbonne pour l'étude et la propagation de l'amateurisme. Coubertin rebaptisera la rencontre où 2000 invités sont présents, Congrès pour le rétablissement des Jeux olympiques. Au matin du 23 juin, l'idée du baron de Coubertin est finalement acceptée. Cependant, contrairement à l'idée initiale de ce dernier consistant à tenir la première édition des Jeux olympiques modernes à Paris en 1900, les congressistes décidèrent que la Grèce, berceau des Jeux antiques,
serait l'endroit idéal pour recevoir les Jeux. Le Comité international pour les Jeux olympiques, CIO, fut établi en 1896. Les Jeux olympiques d'Athènes marquèrent la première Olympiade de l'ère moderne. Lors de cette première édition, 311 athlètes, hommes uniquement, représentant 13 pays, participèrent à 43 événements couvrant 9 différents sports, soit l'athlétisme, la lutte, le cyclisme, la gymnastique, le tennis, la natation, l'haltérophilie, l'escrime et le tir à la carabine. Les événements d'athlétisme eurent lieu au stade panathénaïque, construit à l'origine en 330 avant Jésus-Christ et spécialement restauré pour les Jeux de 1896. Les Américains sortirent grands vainqueurs de ces événements en remportant 9 sur les 12. Les Jeux de 1896 comprenaient aussi la première édition de l'épreuve du marathon. La course se déroula sur une route de 25 000, autrefois empruntée, selon la fameuse légende grecque corrompue, par un soldat apportant la nouvelle d'une victoire de marathon à Athènes sur les Perses en 490 avant Jésus-Christ. Spiridon Louis fut le premier vainqueur olympique du marathon. C'était un Grec, donc les Grecs étaient bien contents. Le marathon de Boston. Inspiré par le premier marathon des Jeux de 1896, les membres de Boston Athletic Association et le directeur de l'équipe olympique des États-Unis, John Graham, décidèrent d'organiser et de mener un marathon dans la région de Boston. Plusieurs routes furent considérées avant de s'entendre sur une distance de 24,5 miles de Metcalfe's Mill à Ashland, en Oregon, au Irvington Oval à Boston. Lors de sa première édition, le 19 avril 1897, 15 coureurs prirent place à la ligne de départ. Seulement 10 compléteront le parcours. Après le signal de départ, John J. McDermott de New York franchit la ligne d'arrivée, marquant ainsi l'histoire du sport. Donc 2,55,1. Pas mauvais quand même pour le premier marathon de Boston. En 1924, la distance de la course fut rallongée à 42,195 km pour se conformer à la norme olympique. La ligne de départ fut donc déplacée à l'ouest d'Ashland à Hopkinton. Je ne sais pas si je vais le mentionner plus loin, possiblement pas, mais cette norme olympique a été décidée aux Jeux de Londres, probablement juste après ceux de Paris. Donc je penserais en 1904 peut-être je me trompe, mais la raison pourquoi ils ont changé de 40 km à 42,2, c'était pour que ça finisse, en fait 25 miles, je ne sais pas exactement, mais ils ont dû rajouter une petite distance juste pour que ça se termine que ça commence devant la royauté et que ça se termine aussi là. Donc, c'était simplement à cause de la royauté, ils ont dû rajouter quelques centaines de mètres par-ci par-là. Donc, au lieu d'être 25 miles pile, ça a monté à 26,2, donc 42,195 km. De 1897 à 1968, les marathons avaient lieu lors de la Journée nationale des Patriotes le 19 avril, fête régionale commémorant le début de la guerre d'indépendance des États-Unis. La seule exception était lorsque le 19 avril tombait un dimanche. Dans ce cas, la course avait lieu la journée suivante, le lundi 20 avril. En 1869, toutefois, la journée des Patriotes fut officiellement transférée au troisième lundi d'avril. Ainsi, depuis ce temps, le marathon de Boston se déroule un lundi. En 1975, le marathon de Boston fut le premier grand marathon à inclure une division pour personnes en fauteuil roulant lorsque Bob Hall fit son entrée en scène. Ayant une entente avec le directeur de course Will Clooney, Hall devait compléter le parcours en moins de 3 heures afin d'être reconnu et recevoir un certificat officiel, BAA Finishers Certificate. Hall réussit en 2h58, donc bien clutch en fauteuil roulant. Par la suite, 2 concurrents américains en fauteuil roulant, Gene Driscoll et Jim Knobb, aidèrent à établir et populariser la division. Jusqu'en 1972, aucune femme n'était autorisée à courir le marathon de Boston. Roberta Gibb, toutefois, refusa de se plier à cette règle.
En effet, Gibb fut la première femme à courir la totalité de la course en 1966. De 1966 à 1968, elle courut 100 numéros de course officiels, se cachant dans des buissons près de la ligne de départ jusqu'à ce que la course commence. Mais la plus connue, c'est en 1967, Catherine Switzer, ne s'étant pas clairement identifiée comme femme lors des inscriptions, donc elle avait dit qu'elle était un homme, elle fut la première femme à courir avec un numéro de course. Switzer réussit à finir la course malgré les vaines tentatives des autorités de la retirer physiquement de la course une fois identifiée comme femme. Ici, pour ceux qui regardent sur YouTube, on peut voir l'image, une image classique où on voit un officiel qui essaie de la tasser du parcours, mais il y a un coureur qui court à côté d'elle. Je ne suis plus sûr si c'était son mari, mais qui repousse l'officiel et tous les autres qui regardent l'officiel et qui disent qu'est-ce que tu fais? Laisse-la courir. Quelques années plus tard, au printemps 1972, suite à la décision de l'Amateur Athletics Union de permettre à ces marathons sanctionnés d'accepter les femmes, en automne 1971, Nina Kusick remporta le marathon de Boston et devint ainsi la première championne officielle. La course à pied au féminin. La toute première coureuse documentée apparaît aux alentours de 1479 avant Jésus-Christ. Le titre appartient à la pharaone égyptienne Hatshepsut qui, selon la légende, démontra ses prouesses physiques en courant avec Apis, le dieu taureau, lors de son festival Ebsed. Provenant de la Grèce antique, le mythe d'Atalante, la reine grecque du voyage et de l'aventure, nous présente une déesse athlétique connue pour ses exploits en course, rivalisant avec ceux de la plupart des femmes. Mise en garde contre le mariage par un oracle, Atalante décida de marier le prétendant qui réussirait à la battre lors d'une course et tuer chacun qui n'y parviendrait pas. Donc assez risqué comme petit concours, il faut vraiment vouloir. Et pour ceux qui ne comprennent pas, en ce moment, c'est une parenthèse sur l'histoire de la course chez les femmes. On a été mené là par Catherine Switzer qui a complété le marathon de Boston. Ensuite, on reviendra à l'ordre chronologique. Plusieurs prétendants perdirent contre la déesse jusqu'à ce qu'Hippoménès tombe en amour avec celle-ci et désire l'épouser. Il savait par contre qu'il ne pourrait la battre à lui seul et décida de demander l'aide de la déesse de l'amour, Aphrodite. Cette dernière lui remit 3 pommes d'or qu'il devrait laisser tomber lors de la course afin de distraire Atalante. Lors de la course, Atalante prit la tête. Hippoménès roula alors une des pommes hors de la piste, ce qui poussa Atalante à arrêter et récupérer la pomme d'or. Il employa le stratagème à 2 autres reprises. Les arrêts fréquents de la coureuse permirent finalement à Hippoménès de gagner la course et ainsi marier Atalante. Donc un peu un remake de l'histoire du lièvre et de la tortue. J'aime bien ça. Une de mes fables préférées. Le légendaire succès d'Atalante resta pour de nombreuses années le seul en son genre, avant que l'histoire documente la toute première victoire d'une femme contre un homme. Alors que la course chez les hommes débuta il y a de cela bien longtemps, cela demeura une activité considérée inappropriée du côté des femmes pour la majorité du 20e siècle. La première femme documentée ayant tenté de participer à une compétition fut Melpomène, une jeune grecque qui demanda l'autorisation pour participer au marathon des premiers Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896. Comme sa demande fut refusée, elle courut la distance de son côté quelques jours avant l'événement, en 4h30. Finalement, en 1928, les femmes eurent enfin la chance de prendre départ à 5 événements d'athlétisme lors des Jeux olympiques d'Amsterdam, soit le 100 mètres, le 800 mètres, le 4x100 mètres, le saut en hauteur et le disque. L'Américaine Betty Robinson fut la première femme à gagner une médaille d'or olympique pour l'événement du 100 mètres. Pour ce qui est du 800 mètres, par contre, vu l'épuisement visible des femmes qui s'effondrèrent après avoir franchi le fil d'arrivée, les autorités décidèrent de retirer l'événement, étant persuadées qu'il était trop dangereux pour les femmes de courir une telle distance. Ce qui est quand même assez ironique quand on regarde dans les cross-country, c'est souvent plus les gars qui s'effondrent à terre à la fin. Donc, si on était pour utiliser cette logique, je pense qu'il n'y aurait plus de cross-country masculin. L'événement ne revut le jour qu'en 1960 lors des Jeux olympiques de Rome.
Après 1928, les femmes n'eurent que quelques opportunités pour participer dans les courses de longue distance. Certaines femmes prirent tout de même place sur les lignes de départ, mais de façon non officielle. Au début du 20e siècle, le développement et la popularité du marathon de Boston ont retenu toute l'attention en ce qui a trait aux courses de longue distance. Bien que les femmes commençaient à montrer qu'elles étaient en mesure de courir de telles distances, ce ne fut pas avant le milieu des années 1960 que les gens en prirent connaissance. Effectivement, l'histoire de Gibb, et spécialement celle de Switzer, mentionnée plus haut, attirera énormément l'attention au niveau national. L'année 1971 fut un point marquant pour les femmes de longue distance. Le record mondial du marathon fut réduit 4 fois, brisant la barrière du 3 heures et du 2h50. L'Amateur Athletic Union permit alors officiellement aux femmes de participer à ces marathons sanctionnés. Les deux plus grands marathons, ceux de Boston et New York, furent alors ouverts aux femmes. En 1981, le Comité international olympique vota pour l'ajout d'un marathon féminin aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles. Donc c'est très récent qu'on a un marathon olympique féminin, ça fait moins de 40 ans. Mais laissèrent de côté deux événements de longue distance chez les hommes, soit le 5000 et le 10 000 mètres. Décision qui fut extrêmement controversée. En effet, pourquoi les laisser faire le marathon, mais pas les laisser faire le 5000 et 10 mètres? Ainsi, en 1984, avec un temps de 2h24,52 secondes, ce qui est vraiment, euh, euh, vraiment fort, Joan Benoit fut la première femme à remporter un marathon olympique. Puis ouais, c'est quand même ouais, tout un temps. La même année, l'histoire de Zola Budd participant aux 3000 mètres nu-pieds attira également beaucoup d'attention. Suite à ces Jeux, le CIO approuvera la participation des femmes aux 10 000 mètres pour les Jeux olympiques de 1988 à Séoul et remplaça le 3 000 mètres par le 5 000 mètres aux Jeux de 1996, égalant ainsi les épreuves des hommes. Finalement, vers la fin des années 1990, les courses de longue distance chez les femmes devinrent presque aussi importantes au niveau mondial que celles chez les hommes. Les pays comme la Russie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne et les pays de l'Afrique de l'Est comme le Kenya et l'Éthiopie ont dominé les courses de longue distance du côté des hommes depuis les années 1960 et ont su prouver qu'ils ont également de grandes coureuses. En 2003, Paula Radcliffe de l'Angleterre plaça le record du monde du marathon à 2,15,25, un temps moyen de 5,10 par 1000 et seulement 5% moins rapide que le record actuel chez les hommes étant de 2,03,38. Maintenant, ce n'est plus vrai. Maintenant, c'est en bas de 2,03. Et je pense que le record de Paula Radcliffe a été battu, si je ne me trompe pas, mais il a duré tellement longtemps, c'était assez impressionnant. Un record qui datait de 2003, alors que chez les hommes, ça n'arrêtait pas de se faire battre. Donc, elle était très forte pour son époque, Paula Radcliffe. Le record du 1000 sous la barre mythique des 4 minutes. Donc, on revient maintenant purement en mode historique chronologique. Jusqu'au milieu du 20e siècle, la croyance populaire voulait qu'aucun homme ne pourrait jamais courir un 1000, 1609 mètres, en dessous de la barre des 4 minutes. Plusieurs athlètes ont tenté en vain pendant des années de relever le défi, laissant ainsi croire qu'il était impossible d'accomplir un tel exploit. Une douzaine de journaux médicaux ont d'ailleurs rapporté qu'il était physiquement impossible pour l'être humain de briser cette barrière après que le record mondial soit resté à 4 minutes et 1 seconde pendant plus d'une décennie par Gunder Haag, voire si bas. Une barrière psychologique s'était même créée chez les meilleurs coureurs de demi-fond de la planète, mais plusieurs d'entre eux se sont consacrés à l'entraînement, obsédés à l'idée de traverser dans la zone des 3 minutes. C'était vraiment une vraie barrière psychologique. Vraiment, personne pensait, tout le monde pensait que c'était impossible vu que le record était resté si longtemps, à 4 minutes 01. Le premier record mondial du 1000 reconnu par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, l'IAAF en anglais, puis qui est maintenant le World Athletics, anciennement connu sous le nom de la Fédération internationale de l'athlétisme amateur lors de sa création en 1912, va à John Paul Jones, qui
en 1913, réussit à baisser la barre à 4 minutes 14,4 secondes. 10 ans plus tard, le Finlandais Paavo Nurmi réussit à courir la distance en 4 minutes 10,4 secondes, se rapprochant tranquillement de la barre mythique des 4 minutes. En 1933, le Néo-Zélandais Jack Lovelock fit 4,07,6. Celui-ci battu l'année suivante par l'Américain Glenn Cunningham, finissant avec un temps de 4,06,8. Le 1er juillet 1942, le Suédois Gunde fait son entrée en scène, poussant l'exploit à 4,06,8. Peut-être que je me suis trompé dans mes temps là-dedans. Temps qui sera égalé moins de 10 jours plus tard par Arne Andersson, suédois également. Les deux hommes se disputeront une chaude lutte pour le record mondial jusqu'en 1945, alors que Hague complète la course en 4 minutes 01,4 secondes. Record qui restera inégalé pendant 10 ans, jusqu'à l'arrivée de Roger Bannister. À l'âge de 25 ans, en 1954, Roger Bannister fut le premier à fracasser la barre des 4 minutes en parcourant 1 mille en 3 minutes 59,4 secondes, prouvant ainsi au monde entier qu'il avait tort. Le monde entier avait tort. C'était possible. Bannister, né en 1929 à Harrow, une petite ville de la banlieue nord-ouest de Londres, en Angleterre, était l'un des meilleurs coureurs de 1000 lors de ses études à l'université d'Oxford et à l'école médicale de l'hôpital St. Mary à Londres. Il remporta le championnat britannique du 1000 en 1951, 1953 et 1954 et l'Empire Championship et le championnat européen du 1500 mètres en 1954 également. La formation médicale de Bannister limitait son temps de piste à 45 minutes seulement par jour. Donc, tellement occupé qu'il pouvait seulement s'entraîner 45 minutes par jour. Mais cela lui donnait une connaissance physiologique qu'aucun autre coureur visant à battre la barrière des 4 minutes n'avait. En mesurant sa consommation d'oxygène, Bannister a découvert que courir à un rythme régulier demandait moins d'oxygène que courir à temps variable. Il modifia donc ses entraînements pour se concentrer à courir des 400 mètres à rythme stable. Quand même fou que c'était pas bien compris à l'époque. Quand même, il me semble que c'est assez évident, mais assez incroyable que c'était un des premiers à réaliser ça. Qu'il faut courir avec un even pacing, avec une vitesse, un rythme stable et non de commencer plus lent puis finir plus vite ou vice-versa. En courant 10 tours à intervalles intenses avec pause de 2 minutes entre chaque intervalle, Bannister réussit à baisser son temps de quart de mille de 63 secondes à 59 secondes. Donc pour chaque tour de 1000, au lieu de prendre 63, il a réussi à baisser ça jusqu'à 59 secondes. Et si tu fais 4 tours en 59 secondes, eh bien tu peux faire juste en bas de 4 minutes. Prouesse suffisante pour briser la barrière insaisissable. Pour Bannister, 4 éléments étaient nécessaires pour l'exécution du 1000 sous la barre des 4 minutes. Une bonne piste, l'absence de vent, un temps chaud et une course à rythme constant. Ainsi, le fait que Bannister connaissait très bien la piste d'Oxford pour avoir couru maintes et maintes fois, ainsi que sa confiance en ses deux partenaires de course, Chris Brasher et Chris Chataway, représentait pour Bannister des bases solides pour l'atteinte de son objectif. Donc même à l'époque, ils avaient des lapins. Lui, il en avait 2 pour son exploit. Une chose qui est particulière, c'est quand même la nécessité de chaleur. Pour les épreuves de demi-fond de 1500 mètres, je pense que c'est quand même un peu plus avantageux qu'il se fasse un peu plus chaud, je pense, peut-être pour que les muscles soient qu'ils répondent mieux et que tu n'as pas le temps complètement de surchauffer. Que pour cette raison, que c'est pas trop grave s'il fait un petit peu chaud. Mais je veux dire, dès 3000 mètres, on commence à ressentir les effets de la chaleur puis ça devient négatif. Donc, on retourne à Bannister et ses lapins. Le vent et la météo, par contre, demeuraient des variables hors de son contrôle et l'objet de son obsession depuis son départ de Londres au matin du 6 mai 1954. Les conditions étaient loin d'être idéales pour la rencontre annuelle entre les coureurs de l'Association des athlètes amateurs et l'Université d'Oxford. Le vent était fort et le temps avait été pluvieux.
Depuis son arrivée sur la piste Iffley Road, Bannister ne pouvait quitter de l'œil le drapeau ondulant au vent au sommet du clocher d'église Saint John the Evangelist. Il savait que si ce vent restait constant, il serait ralenti d'une seconde par tour, impliquant qu'il devrait ainsi courir le mille en l'équivalent de 3,56 sans vent. 30 minutes avant la course, Bannister hésitait toujours, mais face à l'impatience de ses partenaires en attendant une réponse, Bannister regarda une fois de plus le drapeau. Sentant une accalmie, il leur dit « Right, we'll go for it. Allez, on va y aller. » D'accord, on va y aller. À 18h, Bannister et ses deux coéquipiers, agissant comme lapins, dictant la cadence de la course, prirent place à la ligne de départ. Bannister jeta un dernier coup d'œil au drapeau, celui-ci flottant encore doucement. Au signal de départ, Brasher prit la tête, Bannister le suivant de près. Bannister confie par la suite dans son livre The First 4 Minutes que tout semblait être au ralenti, y compris Brasher. Faster, Bannister cria à son lapin, plus vite. Mais celui-ci ignora la directive, prouvant par la suite qu'il prit la bonne décision. Ils complétèrent le premier tour en 57,5 secondes, ce qui est quand même très rapide. Normalement, tu veux aller en 59,5. Et arrivèrent à mi-chemin après 1 minute et 58 secondes. Donc là, ils étaient plus près de la bonne vitesse, pas trop rapide. Au milieu du troisième tour, Chataway prit la tête, mais la cadence ralentit. Bannister compléta le tour en 3 minutes 00.7, ce qui impliquait qu'il devait compléter son dernier tour en 59 secondes afin de marquer l'histoire. Avec près de 300 verges à compléter, Bannister débuta son kick, son sprint final. Les jambes de plus en plus lourdes, les dernières secondes lui semblèrent interminables. Il se jeta sur le mince fil d'arrivée et sentit aussitôt la douleur exploser à l'intérieur de son corps. Seuls les chronomètres tenaient la vérité, mais Bannister était plutôt confiant en ce qui a trait au record. L'annonceur laissa planer le suspense avec sa déclaration de longue haleine. Result of Event 8, 1 mile. First, R.J. Bannister of Exeter and Merton Colleges, in a time which, subject to ratification, is a new track record, British record, European record, Commonwealth record, and world record, 3 minutes and... Donc, quand il a annoncé que c'était 3 minutes et on savait que c'était en bas de 4 minutes, le bruit de la foule s'exclamant noya le reste du temps. 3,59.4, il venait de marquer l'histoire. Et pour ceux qui regardent sur Internet, sur YouTube, on peut voir l'image de Bannister en train de faire sa course. Je pense qu'il finit à ce moment-là, mais je ne suis pas sûr. Quelques semaines plus tard, le 2 juin 1954, le coureur australien John Landy battit le record de Bannister avec un temps de 3,57.9 lors d'une course à Turku en Finlande. Donc assez fou, un record qui tenait pendant 10 ans. Et une fois que les coureurs que la barrière mentale a été brisée par Bannister, ça a pris quelques semaines pour qu'un autre coureur batte à nouveau son record. Et cette fois-ci, plus de 2 secondes en dessous de 4 minutes. Donc assez impressionnant. Un Finlandais en Finlande. Non, un Australien en Finlande. Ceci prépara le terrain pour le Miracle Mile au Empire Games de Vancouver qui, quelques semaines plus tard, le 7 août, opposa les deux coureurs l'un contre l'autre. Bannister remporta la première place après une course épique dans laquelle Landy mena la majorité de la course jusqu'à ce que Bannister le dépasse avec son sprint final. Ils battirent tous deux le 4 minutes, Bannister marquant un temps de 3,58.8 et Landy finissant 3,59.6. Donc, encore une fois, ça prenait juste quelqu'un qui le bat et après ça, tout le monde réussit à le battre. Les mêmes réussissent à le battre, mais ils le battent à répétition. Et je sais qu'après ça, le record a été battu plusieurs fois. Ça n'a pas pris 10 ans. Ça se faisait battre à chaque année pendant un bon bout après ça. Bannister prit sa retraite de l'athlétisme plus tard durant l'année pour se concentrer sur sa carrière en médecine. Puis je pense qu'il peut le permettre. Il a brisé le 4-minute mile. Après ça, tu peux mourir heureux. Popularisation de la course. De nos jours, la course à pied est une activité très aimée et populaire chez la majorité de la population, fait qu'il ne fut pas toujours le cas par contre.
En effet, il n'était pas surprenant dans ces années de voir les chauffeurs crier et lancer des débris aux coureurs partageant la route avec eux. Aux États-Unis, ce sport commença à être apprécié en premier lieu au sein des programmes jeunesse, des collèges et au niveau professionnel. Au début des années 60, la population américaine était en piètre forme physique. Le gouvernement et les scientifiques tentaient de trouver un moyen pour remettre le peuple américain en forme. En 1966, Harris et Bowerman publièrent un livre intitulé Jogging, qui a popularisé probablement le mot jogging. Ce livre devint un best-seller, se vendant en millions de copies. De nombreuses publications aidèrent aussi à découvrir les bénéfices de la course longue distance. Dans les années 70, toutefois, une impressionnante croissance de l'intérêt envers la course amateur voit le jour. Le célèbre athlète Steve Prefontaine, l'union de Bill Bowerman et l'équipe d'athlétisme de l'Université d'Oregon, avec la création de la marque Nike, ont eu un impact majeur sur la popularisation de la course. La course est rapidement devenue quelque chose d'accessible et d'amusant. Prefontaine aida grandement à changer la vision des gens face à la course. Il rendit la course en vogue. Steve Roland Prefontaine est né en Oregon, dans la ville de Coos Bay. Depuis son tout jeune âge, il a su se démarquer des autres par son incroyable talent. Invaincu en athlétisme lors de ses années au secondaire, plus de 40 universités ont approché le jeune coureur dans l'espoir de le compter dans leur rang. En 1969, il accepta une bourse à l'Université d'Oregon où il courut pour Bill Bowerman, un des entraîneurs les plus reconnus aux États-Unis. Son talent, sa personnalité et son style plurent tout de suite au public et rapidement il conquérit le cœur de bien des fans. Lors de ses études collégiales, il ne perdit pratiquement aucune course. Il resta invaincu pour toutes les courses au-dessus d'un 1000 et remporta 3 championnats de cross-country et 4 championnats d'athlétisme. En 1972, il devint athlète de niveau mondial. La même année, il battit le record américain du 5000 mètres, abaissant la barre à 13 minutes 22,8 secondes. Extrêmement rapide. Il se qualifia alors pour les Jeux de Munich. Il y a deux gros films sur Steve Prefontaine pour ceux qui veulent voir des... c'est pas des documentaires, c'est des films fictifs mais basés sur son histoire. Il y en a un avec Jared Leto fait par Disney et l'autre, j'ai oublié c'est fait par qui et c'est qui le joue. Mais l'autre est pas plus populaire, l'autre version, je crois. Son association avec Nike, due à son entraîneur Bill Bowerman, celui-ci cofondateur de la marque de vêtements et chaussures de sport populaire, aida à établir le swoosh, nom du logo officiel de Nike, qui gagna rapidement la confiance des consommateurs. Très vite, il fit en sorte de transformer la compagnie distributrice nationale en une marque populaire mondiale. Tous ces facteurs réunis, en incluant aussi les autres grands noms de la course tels Frank Shorter, Bill Rogers, Alberto Salazar, qui maintenant pas une super belle réputation. Pour ceux qui ne savaient pas, c'était le coach du Nike Oregon Project, l'entraîneur-chef. Tout ce projet a été shut down, fermé à cause de problèmes de dopage. Mais il était un athlète à l'époque. Et à l'époque, il était très populaire. On ne sait pas s'il se dopait à l'époque, mais il était parmi les grands influenceurs dans la course. Carlos Lopez, Ronaldo da Costa et Joan Benoit contribuèrent à la fameuse popularisation de la course des années 70. Conclusion, donc on n'a pas poussé plus loin, mais parce qu'on voulait, je pense notre travail, c'était 20 ou 25 pages, puis on voulait pas trop abuser. Donc il y a bien des choses qu'on n'a pas couvert, mais on a essayé de faire les grandes lignes. C'est ainsi que se conclut notre bref résumé de l'histoire de la course. Suite à la popularisation de la course, de nombreuses tendances commenceront à émerger, comme le minimalisme, courant en partie rendu populaire par le best-seller Born to Run de Christopher McDougall. Ce dernier s'inspire grandement des découvertes sur l'évolution optimisée pour la course de l'être humain et des tribus Tarahumara au Mexique qui, selon son livre, pratiquent la chasse à l'épuisement comme nos ancêtres préhistoriques. Il est intéressant de voir le rôle que la course longue distance jouait à différentes époques et à travers diverses civilisations. Celle-ci passa d'une nécessité pour la subsistance de l'Homo erectus qui devait
pourchasser des animaux sur de longues distances jusqu'à leur épuisement, au meilleur moyen de relier des messages de l'Antiquité jusqu'au temps moderne, lorsque se développèrent de bonnes routes favorisant l'utilisation du cheval, et enfin plus récemment, la course longue distance devint utile pour maintenir la santé dans une société de plus en plus sédentaire. À travers les âges, l'habileté à la course a été hautement valorisée par de nombreux peuples qui ont vu naître de grands personnages. Parmi ces derniers, de nombreux atteindraient ultimement le statut de légende de la course. Bien que certaines sources soient en désaccord sur certains points, nous pouvons affirmer avec confiance que la course longue distance a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est ainsi que se termine le travail. Ensuite, on a toutes nos sources. Euh, Évidemment, il y a bien des choses qu'on n'a pas couvert là-dedans. Ça pourrait être un document de 100, 200 pages probablement, l'histoire de la course, juste pour la course longue distance. Ouais, on était quand même limité dans nos temps. C'était un travail qui valait peut-être 30-40%, donc quand même significatif, mais pour un cours. Donc, ouais, on voulait pas abuser non plus. Puis on avait 4 autres ou 5 autres ou 6 autres cours, des fois, en éducation physique à faire en même temps. Bien des choses que je n'ai pas mentionnées, y a des noms que vous êtes comme, certaines personnes vont sûrement être très fâchées, pas entendre des Hicham El Guerrouj, des Mo Farah, des personnes plus récentes aussi, des Eliud Kipchoge, tout ça. Je pense que notre objectif, c'était pas tant l'histoire récente, je pensais pas tant focusser là-dessus. De toute façon, on peut déjà se renseigner facilement sur Wikipédia puis avoir facilement l'information. Puis je pense qu'il y a probablement plein de documentaires sur YouTube qui peuvent parler de l'histoire récente de la course. Mais ça, ça se voulait plus un travail qui raconte l'histoire de la course jusqu'à ses débuts vraiment. Donc avec la chasse, le persistence hunting, la chasse par épuisement. Et en parlant des époques un peu moins connues, mais j'ai trouvé ça personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant de relire ce travail que j'avais fait. Je me suis quand même surpris, j'étais quand même impressionné du François de l'époque de 2016 et de la Sabrina, ma coéquipière, qui avait fait ce travail d'équipe avec moi. Mais ouais, plusieurs faits intéressants. Laissez-moi savoir dans les commentaires sur Facebook ou sur YouTube si vous avez trouvé ça intéressant. Si le cas, mettez des thumbs up ou puis mettez vos commentaires. Dites-moi s'il y a des choses que vous êtes en désaccord peut-être sur certains points ou des choses que j'ai pas mentionnées, vous pouvez les dire, mais évidemment, je me suis comme donné une excuse, là. Mais s'il y a quand même des gros faits importants, juste les mettre en commentaire pour que les gens puissent voir. C'était quoi? Peut-être qu'un jour j'en parlerai peut-être j'en parlerai au début du prochain épisode. Mais c'est ça me fait toujours plaisir d'avoir votre feedback, savoir votre opinion un peu sur ça. J'espère que ça vous a plu et que c'était écoutable. Que c'était écoutable parce que sinon je viens de gaspiller pas mal de temps. Mais c'est ça. Je vais bientôt vous sortir un autre épisode pour couvrir les nouvelles récentes. Ne vous inquiétez pas. Donc c'était l'histoire de la course longue distance. Merci beaucoup.